près d'un an que nous vivons sous la contrainte permanente. L'arrivée de cet étrange virus nommé Covid-19 a donné lieu à une privation des libertés que beaucoup d'entre nous n'auraient même pas osé imaginer. Confinement drastique, couvre-feu, reconfinement, pénurie de masques, puis masques obligatoires, les ordres, contre-ordres et injonctions se sont abattus sur les Français dans une atmosphère de plus en plus pesante et verrouillée. Cette année que nous venons de vivre est sans équivalent. Et ses conséquences sanitaires, sociales et bien sûr économiques sont toujours bien présentes. Face à toutes ces épreuves, TV Liberté ne vous a jamais abandonné. Pendant le premier confinement, le journal quotidien vous a permis de rester informé, sans hystérie, sans parti pris et bien sûr, sans censure. Nous continuons dans cette direction à vos côtés pour encore frapper plus fort. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, TV Liberté est devenu un réflexe quotidien pour affronter ce torrent de propagande d'État. Dans ces moments difficiles, nous avons tissé des liens plus étroits, des liens de confiance. Mais nous avons aussi renforcé notre communauté. Certains de nos programmes ont battu de véritables records. L'entretien de la généticienne Alexandra Orion-Caude a dépassé le 1,5 million de vues rien que sur YouTube. Vous n'êtes pas seuls. Et ensemble, nous sommes plus forts. Alors poursuivons, frappons encore plus fort. TV Liberté s'est installée grâce à vous, dans de plus en plus de foyers. Grâce à vous, votre première chaîne alternative de France est devenue le seul vaccin sûr et efficace au matraquage de la bien-pensance. Les temps qui s'annoncent seront pleins de défis. Alors, ne nous laissons pas gagner par le défaitisme, l'esprit de reddition. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien, mais aussi par votre don à TV Liberté pour l'année qui nous attend. Parce qu'ensemble, nous sommes une force de résistance. Alors frappons encore plus fort. Frappons plus fort. Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors au sommaire cette semaine, nous verrons d'abord que les pistes de ski fermées font beaucoup parler dans tous les médias. Puis nous reviendrons sur les attaques violentes de la caste politico-médiatique contre la police après l'interpellation polémique d'un producteur de musique noire. Nous nous intéresserons ensuite, comme d'habitude, à l'actualité médiatique de la semaine. Et enfin, nous verrons que certains journalistes et médias semblent complices de la violence des fameux Black Blocs. Immédiat numéro 325, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, eh bien, ce sont des pistes de ski qui font beaucoup parler dans les médias. Oui, alors on a un gouvernement formidable, puisque la France, au fond, c'est une auberge pour les clandestins qui peuvent passer les frontières sans aucun problème. Et puis ça tend à devenir une prison pour les Français, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. Et donc, en l'occurrence, là, ils ne peuvent pas sortir pour ceux qui en auraient l'intention pour faire du ski. Je dois dire que l'été dernier, j'avais vu 2 personnes sur un télésiège masqué. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que, évidemment, sur un télésiège en plein air à 2500 mètres ou 3000 mètres d'altitude, les risques d'attraper le Covid sont quand même assez faibles. Mais bon, pour le gouvernement, là, c'est le père Ubu. Castex, c'est le père Ubu, donc il ne nous déçoit jamais. Alors,
On peut d'ailleurs se poser la question. Est-ce que c'est le père Ubu simplement, et qu'une mesure imbécile entraîne une mesure encore plus imbécile, ou est-ce qu'en l'occurrence, là, c'est une opération de diversion, parce que finalement, quand on parle des pistes de ski, on ne parle pas des problèmes qui fâchent, et notamment les débats au Parlement sur la loi Darmanin. Passons au premier sujet. Les médias et l'extrême gauche attaquent la police. C'était le 21 novembre dernier. 3 policiers ont été filmés à leur insu en train de frapper un producteur de musique noire à Paris. Alors, avant d'analyser la situation, ces images ont été partagées au grand public, Jean-Yves, par un média un petit peu particulier, Loopsider. Oui, alors Loopsider, c'est un média qui cherche à la fois à faire du buzz, du placement de produits, parce qu'il y a beaucoup de commercial derrière, et puis le tout dans une ambiance très politiquement correcte, sachant que les animateurs, les propriétaires en quelque sorte de ce média, c'est Monsieur Mourad, qui est un banquier d'affaires proche de Macron d'ailleurs en l'occurrence, et puis Monsieur Hufnagel, qui est devenu l'un des directeurs de Libération et qui est tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, qui a d'ailleurs expliqué quand il avait le choix pour recruter un collaborateur entre 2 personnes de niveau équivalent, l'un blanc, l'autre extra-européen, il choisirait l'extra-européen, donc il assume une politique discriminatoire anti-européen, et donc il est évident que la vidéo, elle a l'avantage, du point de vue de ce tandem Mourad-Hufnagel, de faire beaucoup de bruit, et donc beaucoup de visibilité, beaucoup de clics, et donc après beaucoup de clients, et en même temps de bien passer le message politiquement correct sur la police qui serait abominablement raciste. Et c'est aussi le travail de David Perrotin qu'on connaît un petit peu quand même. Bon, David Perrotin, ça fait partie de ces journalistes d'extrême gauche qui font carrière d'ailleurs, je veux dire, des militants d'extrême gauche, qui choisissent de s'investir dans le journalisme, comme il y a très longtemps leur grand ancien Edwy Plenel finalement. Alors, l'émoi populaire et médiatique a été énorme suite à cette affaire. La vidéo de Loopsider a par exemple été vue plus de 14 millions de fois sur Twitter. C'est absolument énorme. Alors, Jean-Yves, il y a eu des coups portés par les policiers et leur première déposition semblait contenir des erreurs ou des déclarations malhonnêtes. Ces faits sont-ils graves ? Ces faits sont à la fois regrettables et explicables. Qu'est-ce qui se passe ? Je prends un exemple. Voilà. Vous êtes interpellé par la police qui vous demande votre attestation de déplacement. Première hypothèse, vous êtes poli, vous sortez votre attestation de déplacement, après vous sortez votre carte d'identité, voilà. Deuxième hypothèse, ça vous irrite. Vous trouvez que c'est de la bureaucratie, vous pensez que les policiers auraient d'autres choses à faire, et vous leur dites. Et puis, si vous leur dites un peu véhémentement et que vous refusez le contrôle, à ce moment-là, vous serez en situation d'interpellation. Ils essaieront, ils vont essayer de vous sortir de votre voiture. Et si vous résistez, eh bien, vous serez en état de ce qu'on appelle ça un délit dans le code pénal. Vous serez en état de rébellion. Et les policiers utiliseront la force. C'est M. Macron qui avait dit que les policiers, la violence policière, c'était toujours légitime, puisqu'ils ont le monopole de la violence légitime. Ils utiliseront la force, ils vous feront une clé de bras, ou ils vous taperont avec leur matraque sur les jambes ou sur le ventre. Et puis si vous résistez un peu plus et que vous êtes fort, sur la tête. Voilà. Et c'est à peu près ce qui s'est passé avec ce producteur de musique noire. D'ailleurs, on remarque quand même que les gens qui ont des incidents avec la police, c'est soit des militants politiques qui résistent, on peut trouver ça parfaitement normal d'ailleurs, moi ça me choque pas spécialement, soit des délinquants qui ont un peu le souvenir d'un rapport un peu difficile avec la police, ce qui est d'ailleurs le cas de ce producteur de musique noire, qui a été gravement condamné il y a 15 ans. Bon, ça justifie pas l'incident actuel, bien sûr. Mais enfin, ça donne quand même un élément de contexte. Et qui a tenu des propos, des écrits très anti-policiers il y a encore simplement quelques années, notamment pour soutenir les frères Traoré. Vous remarquerez d'ailleurs que dans tous les incidents,
Il y a des gens qui ont des antécédents judiciaires. C'est le cas avec les frères Traoré, c'était le cas aux États-Unis avec Floyd, etc. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, les médias ont multiplié les articles et les vidéos au sujet de cette interpellation controversée. On a par exemple cette une de Libération, violence policière, la nausée, Jean-Yves. Oui, alors la Libération fait sa une sur une violence policière, bon, encore une fois, qu'on peut penser regrettable, pour 6 jours d'ITT. D'ailleurs, on a revu très vite le producteur de musique noire à la télévision, sans trace de coups, ce qui fait qu'il a été surnommé cicatrisateur, je crois. Oui, enfin, ça peut s'expliquer par le maquillage. Oui, bon, voilà. Non mais d'accord. Sauf que, si vous voulez, les gens qui ont été borgnés, la centaine des borgnés au début des affaires des Gilets jaunes, vous ne pouviez pas les inviter 3 jours après parce qu'ils étaient à l'hôpital. Mais ils n'étaient pas aux unes de Libération. Voilà. Et ils n'intéressaient d'ailleurs pas non plus l'IGPN, pardon. Alors, les personnalités se sont également mobilisées après les médias. On a eu des rappeurs comme Fianso ou Kerry James, très suivis, mais aussi les footballeurs comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé qui ont tweeté à ce sujet, Jean-Yves, donc une prise de position des footballeurs. Oui, les footballeurs sont devenus des personnages médiatiques. Ils ont leur image à gérer, les footballeurs, et donc ils la gèrent dans le sens du politiquement correct, ce qui permettra d'améliorer sans doute leurs revenus lors du prochain transfert, indépendamment de leur qualité plus ou moins grande pour taper sur un ballon. Et alors, sur CNews, on a Guillaume Bigot qui a évoqué les tweets, notamment d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a tweeté « J'ai mal à ma France ». Au nom de quoi messieurs Griezmann et Mbappé osent associer la France au comportement d'une poignée de policiers véreux? Au lendemain du triple massacre de Nice, le sang des victimes n'avait pas encore séché, que plusieurs joueurs de l'équipe de France de football likaient le tweet d'un champion de MMA appelant Allah à écraser la France. Je ne crois pas alors avoir entendu ni Antoine Griezmann, ni Kylian Mbappé dire qu'ils avaient mal à leur France. Alors, on est toujours dans le deux poids, deux mesures. On s'indigne plus finalement pour quelqu'un qui a 6 jours d'ITT que pour plusieurs personnes assassinées et décapitées. Voilà. C'est quand même assez étrange tout de même. Hein. Ces gens-là ont l'indignation bien sélective. Hein, d'autant plus que il y a eu des joueurs qui ont approuvé des déclarations, trouvant finalement que c'était un peu normal de réagir contre la France, en tout cas à cause notamment des affaires de caricature de Charlie. Alors les politiques se sont évidemment aussi prononcés sur cette question. On a Gérald Darmanin qui a annoncé enquête de l'IGPN et procédure disciplinaire dans les plus brefs délais. Ou encore Emmanuel Macron qui sur Facebook a écrit « Les images que nous avons tous vues sont inacceptables, elles nous font honte. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme ». Et cette mobilisation des stars du football, des politiques a peut-être influencé le patron de la police qui déclare bien que ces agissements sont ceux de délinquants. Et puis on a le procureur de Paris qui annonce que 4 policiers sont mis en examen et 2 sont écroués. Le parquet de Paris a requis le placement en détention provisoire, compte tenu notamment de l'importance du trouble causé à l'ordre public. Jean-Yves, c'est étonnant. Alors, ce que le procureur de Paris, qui est un monsieur qui parle bien, appelle le trouble à l'ordre public, en fait, c'est le trouble à l'ordre médiatique. C'est l'ampleur de l'affaire médiatique, parce que c'est quand même extraordinairement rare qu'on mette en détention préventive pour 6 jours d'ITT. C'est quand même absolument extraordinairement rare. Seulement, on ne met pas en détention préventive pour 6 jours d'ITT, mais on met en détention préventive pour la une de Libération ou la une de La Croix ou un grand article dans Le Monde. C'est ça la réalité. C'est le pouvoir médiatique qui décide finalement qui va ou qui ne va pas en prison. On espère quand même pour ces 2 policiers qui n'auront pas comme compagnon de cellule l'équivalent d'un Adama Traoré. Alors Jean-Yves, va-t-on vers une affaire George Floyd à la française ? C'est évidemment ce qui est souhaité par l'extrême gauche et par les médias qui sont à la remorque de l'extrême gauche. Ils sont à la recherche de la bavure policière. Vous savez, la semaine dernière, on avait monté en épingle un croche-pied
Donc là, on monte en épingle. C'est regrettable, bon d'accord. On monte en épingle une rébellion, en quelque sorte, ou la tentative d'arrêt d'une rébellion qui se traduit par 6 jours DTT. On est effectivement à la recherche. On avait eu ça d'ailleurs, on avait eu avant notre George Floyd à nous, l'affaire Théo, Oui. dont on a vu que tout était assez largement bidonné de la part de quelqu'un et d'une famille qui participait assez largement de la fraude sociale et de différentes opérations de délinquance. Bon, mais pour cette interpellation difficile, les policiers passent aux assises, ce qui est tout à fait hallucinant par rapport aux faits. Donc on voit que la justice, elle est totalement à la remorque des médias et de l'extrême gauche qui, au fond, distingue le camp du bien, qui sont en gros les personnes de couleur qui ont un problème avec la police, et le camp du mal qui est la police. Voilà. Et alors, on a une espèce de sélectivité de l'émotion via le choix des images mises en avant. Et on va voir la critique de cette réalité par Éric Zemmour. On sélectionne les images qu'on veut montrer, on sélectionne les faits, on sélectionne les événements. On pourrait, vous comprenez, montrer des images très différentes. On pourrait montrer tous les jours des attaques dans banlieue, de commissariats brûlés, etc. On pourrait mettre en exergue des crimes de jeunes filles violées par des migrants ou par d'autres. On pourrait faire ça tous les jours. Vous imaginez que ça mettrait une autre ambiance. Sauf que les médias sont à 80%, 90% avec des journalistes de gauche. Et Zemmour continue sa démonstration en évoquant la mise en avant d'un agenda politique via les médias. Pour gagner la bataille culturelle, il faut maîtriser la bataille médiatique. Et pour maîtriser la bataille médiatique, il faut impérativement maîtriser l'agenda médiatique. Et là, on a vu depuis 15 jours comment la gauche, comment l'extrême gauche maîtrise admirablement l'agenda médiatique. C'est-à-dire qu'on choisit dans une actualité très complexe, on y reviendra, ce qui nous arrange. Et on arrange ce qu'on choisit. Et on met en avant des événements qui arrangent notre idéologie. On veut effacer l'émotion suscitée par le meurtre de Samuel Paty. Et on veut effacer cette émotion parce qu'elle a des conséquences. On se pose des questions sur l'immigration, on se pose des questions sur l'islam, on se pose des questions sur la sécurité, on se pose des questions sur la police. Vous voyez, toutes ces questions, la gauche et l'extrême gauche veulent les effacer. Et il faut qu'on se pose d'autres questions sur les violences policières. Je crois que l'essentiel de la désinformation, c'est même pas tant le bobard qui est important, c'est la distinction entre l'occultation et l'amplification. On occulte ce qui va dans un sens politiquement incorrect, on amplifie jusqu'à plus soif ce qui permet de faire avancer les thèses politiquement correctes. Et là, c'est typiquement le cas, 6 jours d'été, 6 jours de une dans les médias. Effectivement, Jean-Yves, Éric Zemmour semble avoir un petit peu raison au moins sur cette affaire, au minimum, puisque on peut le voir, David Perrotin, qui est donc l'auteur de ce reportage et de cette vidéo, était invité sur France 5, et le voilà qui s'adresse à Bruno Le Maire sur le ton un petit peu d'un procureur. On l'écoute. Je ne peux pas entendre qu'on puisse dire que la police est structurellement... Ce sont des questions. Alors moi j'ai juste une question par rapport à ça. Combien il vous faudra de ce que vous appelez des débordements, des dérapages, pour se dire qu'il y a un problème structurel dans la police ? Cette vidéo est intéressante à un double titre. D'abord, on voit très bien dans les postures que le premier pouvoir, c'est pas le pouvoir du ministre, c'est le pouvoir du journaliste. C'est le pouvoir du jeune journaliste d'extrême gauche. C'est lui qui est sur l'offensive. Qui est sur l'offensive, qui prend la main. Et qui développe la thèse qu'il y a en quelque sorte un racisme systémique dans la police. Alors qu'évidemment, les policiers ont souvent affaire aux minorités ethniques, tout simplement parce que les minorités ethniques sont particulièrement présentes dans la délinquance. Voilà, c'est ça la vraie raison. Et dans les faits, oui, il y a peut-être un racisme systémique dans la police, mais c'est pas un racisme systémique du policier de base, c'est un racisme systémique de la hiérarchie policière et de la hiérarchie judiciaire contre les Français de souche et au bénéfice de ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que le policier
qui malmène un Français de souche, il n'aura aucun problème. L'affaire sera classée sans suite. Le policier qui malmène un représentant d'une minorité ethnique, même s'il a des raisons peut-être de l'avoir fait ou pas de raison, alors là, ça devient un scandale. Donc de facto, la répression n'est pas la même pour un Européen de souche et pour quelqu'un qui n'est pas un Européen de souche. C'est ça la vérité. Et il y a vraiment un racisme systémique anti-français de souche, anti-européen de souche, de la part de la haute hiérarchie policière et de la part de la haute hiérarchie judiciaire. Et ce qui nous amène à une problématique un petit peu liée à tout ça, Jean-Yves, c'est la difficulté de recrutement des policiers. Alors, il y a eu un article du Monde qui date du mois de juillet, mais qui est intéressant de retrouver aujourd'hui, qui explique qu'on a des difficultés pour recruter les policiers. Oui, on a des difficultés pour recruter les policiers, comme on a des difficultés pour recruter des professeurs. Oui. Bon, c'est pas facile de remplacer Paty, par exemple, puisqu'il a fallu passer une annonce. Bon, pourquoi c'est difficile de recruter des policiers ? Pourquoi c'est difficile de recruter des professeurs ? Parce que le policier qu'on recrute, ou le professeur qu'on recrute, on le met immédiatement en zone d'éducation prioritaire s'il est prof, et en banlieue de l'immigration s'il est policier. Et donc, il va avoir une vie épouvantable. Il va prendre des coups, il va être menacé, et s'il résiste, il va être lâché par sa hiérarchie. Aussi bien la hiérarchie de l'éducation nationale que la hiérarchie de la police. Donc, il y a de moins en moins de vocations. Il y a beaucoup de chômeurs, mais il y a de moins en moins de vocations pour aller travailler dans la police, ou pour aller travailler dans l'éducation, voire pour aller travailler dans les préfectures, parce que l'idée d'être affecté dans les zones à forte immigration, eh bien, fait peur aux gens. Et on voit par là que l'immigration crée un problème systémique pour l'ensemble de la France, puisque des grandes institutions comme la police, comme l'éducation ou comme l'administration préfectorale, eh bien, ont de plus en plus de mal à recruter suffisamment de gens de qualité, parce que plus personne ne veut y aller à cause de l'immigration. Et après, on trouve personne pour aller nulle part, puisque le premier poste, c'est 5 ans d'enfer. Voilà, c'est ça la vérité. Ouais. Passons à la revue de presse. Et on commence cette revue de presse, Jean-Yves, avec un petit peu d'humour. Ça va nous servir parce que la revue de presse est une fois de plus salée, avec cette faute dans un tweet de BFM au moment de traiter de la remise du prix Goncourt. Ça ne me déplairait pas d'imaginer ce livre incarné à l'écran, incarné ER au lieu d'incarner E. Oui, bon. Alors, bon, honnêtement, moi, je fais des fautes aussi sur mes tweets, mais si je commente le Goncourt, j'essaye de faire attention. Oui, c'est vrai. Bon, c'est de l'humour, hein. C'est pour se mettre en appétit tranquillement. Voilà. Et on va aller tout de suite beaucoup plus dans le dur, Jean-Yves, puisqu'on va parler d'un boycott de CNews, non pas celui de Decathlon, qu'on avait traité la semaine dernière, mais d'un parti politique, Europe Écologie Les Verts. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être à côté de Zemmour. C'est sûr qu'ils ne feraient pas le poids. Voilà. Et même avec Pro, ils ne feraient pas le poids non plus, quoi. Ils ont d'ailleurs déjà été dans des débats où ils participaient. Ils sont ressortis quand même, j'allais dire, à poil. Donc évidemment, ils n'ont plus envie de continuer à recevoir la fessée sur CNews. Donc ils ne viennent plus. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr que Julien Bayou contre Éric Zemmour, ça serait costaud. Quoi. Ça serait sportif. Oui, non, enfin, il ne faut pas mettre des poids lourds avec des poids plumes. Alors, on parle d'Éric Zemmour. Eh bien, il y a une autre actualité liée à une forme de censure indirecte, puisque les attaques contre Éric Zemmour se retrouvent également sur Facebook, Jean-Yves, où un groupe de soutien à l'éditorialiste et écrivain, réunissant plus de 70 000 membres, c'est très important, a été suspendu par le réseau social américain. Le motif, il est inconnu. On a Facebook qui a donné une liste de motifs possibles. Je vous laisse les lire. Oui, incroyable. Alors vous avez l'activité terroriste, la haine organisée, le meurtre de masse, l'esclavage, les violences ou activités criminelles. Alors on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. En fait, c'est politiquement incorrect. Donc c'est forcément une activité criminelle, une activité terroriste et de la haine organisée, puisque c'est politiquement incorrect. Alors, pour information, voici quelques exemples édifiants de commentaires considérés par Facebook comme des incitations à la haine. On a d'abord celui-ci. Manipulation de masse. Il n'y a pas plus de Covid, de grippe ou de gastro que d'habitude. Les Français sont des moutons.
Bon, alors c'est un parti pris, c'est un petit peu parti engagé. pris. Mais Il y aura un peu plus de morts cette année que l'année dernière, mais en tout cas, pas tant que ça. c'est Mais une en tout incitation cas- à la haine. En tout cas, bon, oui, voilà, c'est pas une incitation à la haine, c'est une opinion qu'on peut contester, au demeurant. Voilà, un autre. Monsieur Onfray veut simplement dire que les musulmans vont à l'essentiel, tout le contraire de nous, peuple soumis au consumérisme à outrance. Nous sommes faibles par rapport à eux. Incitation à la haine selon Facebook. C'est une opinion, encore une fois, qu'on peut partager ou ne pas partager. Puisqu'on parle d'Onfray, il a attrapé le Covid, je crois, alors qu'il était en mission en Arménie, au Karabakh. Et donc, on lui souhaite un bon rétablissement, un prompt et aussi complet que possible rétablissement, parce qu'il est utile au paysage politique et intellectuel. Et pour conclure sur ces commentaires jugés par Facebook comme de l'incitation à la haine, un autre, avec Vladimir Poutine, ce ne serait pas pareil, on n'aurait pas tout ce bazar en France, et qui plus est, les Français sont des moutons, là encore, incitation à la haine. Ah oui, les moutons, c'est incitation à la haine. Bon, voilà, les mauvais esprits disent que les Français sont des moujons, mi-moutons, mi-pigeons, mais je pense que c'est aussi une incitation à la haine. En tout cas, c'est certainement pas le cas des téléspectateurs de TV Liberté, déjà, ça, c'est non, clair et net, non. et même des Français en règle générale, parce que là encore, dans les médias, on est bien placé pour le savoir. Les premiers responsables de la désinformation sont les médias et les Français en sont plutôt victimes que responsables. Et la manière d'éviter d'être victime des médias, c'est de soutenir TV Liberté et son travail de réinformation quotidien et de soutenir en donnant un peu de sous parce que nous n'avons pas la redevance. En tout cas, le rôle de Facebook dans la censure de ce groupe des amis d'Éric Zemmour est assez incroyable. On a 70 000 personnes qui ont été privées de pouvoir échanger sans aucune raison valable, disons-le clairement. C'est quand même inquiétant. Oui. Alors, après la censure, passons à un bobard, Jean-Yves, avec France Culture, qui publie une émission dans laquelle on apprend bien que Romuald, ancien facho, selon France Culture, habitué des ratonnades anti-migrants selon la radio, raconte comment il est passé de l'autre côté et s'est mis à aider les migrants. Sauf que, Jean-Yves, voilà ce que dit une bénévole pro-migrants à propos de Romuald et des prétendues ratonnades habituelles. On l'écoute. Je lui dis, moi je fais des maraudes, vous pouvez venir tel jour pour la maraude. Il m'a dit oui, il est venu me rejoindre. D'abord déjà en premier, il m'a dit c'est quoi une maraude, parce qu'il dit on m'avait invité une fois à une ratonnade. Une ratonnade, c'est on prend un réfugié et on le tabasse. J'ai dit nous non, on prend personne, on tape personne, on est pour que tout le monde se sente bien quoi. Il a été invité une fois à une ratonnade. Entre nous, je crois que s'il y avait des ratonnades en France, on le saurait, parce que ça ferait la une du 20h. Donc il ne doit pas y en avoir. C'est un mythe, d'extrême gauche, là encore, et un mythe médiatique. Alors, autre actualité concernant les migrants, c'est ce titre de RFI. Le Canada reprend l'expulsion des demandeurs d'asile dont le pays a pourtant besoin. Alors, il y a un fait. Le Canada reprend l'expulsion des demandeurs d'asile, encore qu'il faudrait vérifier comment ils le font réellement. Enfin bon, admettons que ce soit un fait. Dont le pays a pourtant besoin. Alors ça, c'est une affirmation parfaitement gratuite de RFI. RFI, c'est quoi? RFI, c'est le service public. Mais le service public, en fait, c'est le service de propagande. SP, service public. SP, service de propagande. Alors, puisqu'on parle de service public, on enchaîne avec France 2 qui ne peut pas tourner son émission politique dans une zone majoritairement peuplée d'extra-européens. On va le voir tout de suite. On va se dire les choses franchement. Cette émission, on voulait la faire à Grigny à l'origine. C'était notre projet de départ. Et on nous a dit, on n'est pas sûr, on n'est pas capable de sécuriser les lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, en France, c'est pas un problème de se dire qu'on peut pas aller faire une émission de télévision en banlieue parisienne, en étant sécurisé? Ce sont les forces de l'ordre qui nous ont dit ça. Il est presque pathétique, Thomas Soto. Là. On ne veut pas aller à Grigny. C'est en gros de la faute de la police, quand même. Alors, deux choses. D'abord, voilà des médias qui passent leur temps à promouvoir l'immigration. Et après, ils disent « Ah oui, mais on ne peut pas faire des reportages dans les villes ou les cités de l'immigration. » Il fallait peut-être réfléchir un peu avant, première remarque. Deuxième remarque, il nous dit « La police ne peut pas sécuriser. » Non, on la comprend. Parce que si la police sécurise, si ces gars-là font leur émission dans un quartier d'immigration, il va y avoir un certain nombre de bandes qui vont s'agglutiner autour d'eux, qui vont chercher à les chasser. À ce moment-là, la police va intervenir. Et la police va peut-être interpeller un certain nombre de fauteurs de troubles.
Et les images, il y aura la clé de bras, il y aura le coup de matraque, enfin comment on interpelle quelqu'un qui ne veut pas se laisser interpeller. Et à ce moment-là, ce sera le scandale médiatique. Voilà. Donc on comprend pourquoi ce média ne peut pas aller tourner dans une cité de l'immigration, tout simplement parce que les médias interdisent de fait aux policiers de faire leur travail dans les cités de l'immigration. C'est la boucle est bouclée. Et on va passer aux conséquences du Covid-19, Jean-Yves, avec cette une du Monde, la France des licenciements, 35 000 suppressions de postes annoncées en 3 mois, avec un article du Monde qui défile et qui montre la liste. C'est quand même très impressionnant. On perd nos libertés et on perd nos potentiels économiques et on perd notre travail pour beaucoup de Français en tout cas. Et ça fait rigoler le pseudo-humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Oui, qui dans Ciné, le mensuel, a publié un billet d'humeur. Faites ce que je dis, pas ce que je pense, où il se moque des employeurs de sensibilité plutôt libérale qui se retrouvent obligés, entre guillemets, de dépendre de l'État. Ça le fait sourire. C'est pervers, hein. C'est honnêtement pervers. C'est très pervers, oui. Alors, autre élément de la crise du coronavirus, des externalités, des impacts indirects, eh bien, c'est la perte des naissances. Aux États-Unis, selon la Brookings Institution, qui est un organisme réputé, eh bien, on a une estimation entre 300 et 500 000 naissances en moins. Alors, c'est une estimation, mais c'est quand même très inquiétant. Alors, c'est inquiétant, c'est important. 300 000 à 500 000 naissances en moins aux États-Unis, c'est plus que le nombre de morts. Voilà. Sauf que le nombre de morts, ça touche le très haut de la pyramide, de la pyramide démographique, les plus anciens, et que le nombre de naissances, c'est la base de la pyramide. Pour voir ensuite quelle population ça touche ou pas. Ce qui est une preuve supplémentaire de l'absence de travail des centres de recherche français et des médias français, c'est qu'on n'a pas de chiffres pour la France. Ouais, c'est vrai. Or, c'est un vrai sujet. Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais il y aura probablement moins de naissances en 2021 et peut-être moins de naissances en 2021 qu'il y a eu de morts en plus en 2020. En tout cas, ça mériterait de se pencher sur la question. Et Jean-Yves, on va rester aux États-Unis avec la fraude, avec l'agence France-Presse qui nous l'apprend. Le ministre de la Justice n'a pas vu de fraude suffisante pour changer le résultat de l'élection. On note quand même que le guillemet est idéalement placé. Le suffisante n'est pas inclus dans la citation. Bon. Voilà. Alors, le ministre de la Justice, l'attorney général, l'attorney général a déclaré qu'il n'avait pas constaté de fraude suffisante pour avoir changé le résultat de l'élection. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a eu des fraudes, et des fraudes importantes aux États-Unis, mais selon lui, il n'a pas encore constaté que cela puisse être suffisant pour changer le résultat de l'élection. C'est une affaire à suivre, c'est la Cour suprême qui tranchera dans les 15 jours qui viennent et qui dira ce qu'il en est. Les équipes de Trump ont quand même un certain nombre d'arguments assez solides pour dénoncer 2 formes de fraude. La fraude à la pépère, avec les morts qui votent, les bulletins qui arrivent hors délai. Ça, c'est la fraude classique à la pépère. Oui, qu'on retrouve en France aussi. On la connaît, qu'on retrouve aussi en France, encore qu'on n'a pas de vote par correspondance, heureusement. Oui. Et puis, il y a la fraude technologique avec la modification des algorithmes, des logiciels de vote ou de traitement de vote, qui est sans doute un peu plus difficile à prouver, mais qui est tout aussi importante. Et pour finir cette revue de presse sur une note positive, Jean-Yves, eh bien, la sortie, le lancement d'un nouveau média, Néo, par Bernard de la Villardière, un média qui a une vocation, offrir un peu un contrepoint à Brut, Combini ou Loopsider, qu'on a pu voir plus tôt dans l'émission, en proposant des vidéos courtes, imagées, sur des aspects positifs de la culture française. Alors ça, c'est particulièrement positif, si je puis dire, particulièrement sympathique. C'est courageux aussi, parce que c'est plus facile de faire du clic avec de l'indignation ou du négatif ou du dénigrement qu'avec de la majoration, de la valorisation de ce qui est bien. Mais c'est essentiel. Bravo. Passons au deuxième sujet, violence de l'extrême gauche, complicité médiatique.
Après plusieurs opérations policières vivement critiquées par une partie de l'opinion publique et des médias, une manifestation a été organisée contre la loi sécurité globale ce samedi 28 novembre. Et Jean-Yves, la première chose qu'on peut dire en voyant les images, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde, mais vous savez, le Covid est dans le camp du bien. Donc, pas de contamination quand il y a, je crois, à Paris, 50, 60 000 personnes complètement agglutinées. Par contre, il peut y avoir contamination sur une piste de ski vide. Attention, attention. De même, pas de contamination quand il y a tout ce monde qui a été dans... Il y a eu des manifestations aussi dans d'autres villes. Hein. Oui. Mais il peut y avoir contamination dans les églises ou s'il y a une manifestation de catholiques devant une église. Attention, le Covid, il choisit. S'il appartient au camp du bien, le Covid. Il est sélectif. Alors, parmi les personnes mobilisées, de nombreux artistes, dont Joy Star et plusieurs autres acteurs. Demandez-vous aussi le retrait de ce fameux article 24 ? Bien sûr. Bien sûr, on veut que ça dégage. Moi, c'est juste une grosse pensée pour tous ceux qui sont en tôle et qui n'ont pas eu la chance d'être filmés et qui ont eu des problèmes avec les policiers. Et aujourd'hui, ils sont dans leur cellule en train de regarder cette émission-là. Voilà, moi, j'ai un message à leur dire et je veux leur dire qu'on est avec eux. C'est aussi très important aussi, on est là pour nos enfants aussi. Parce qu'on ne peut pas, exactement, qu'ils sont là, on ne peut pas leur laisser un monde comme ça. C'est quand même assez marrant, cet acteur qui connaît plein de gars en tôle. C'est marrant, hein. Bon, en tout cas, il leur passe le bonjour. Et cette manif a été marquée par de nombreux saccages commis par les Black Blocs. Alors que les premières vitrines sont brisées et que les premiers incendies sont allumés, voici le message des organisateurs sur leur char. Arrêtez maintenant, stop! C'est pas le moment! C'est pas le moment! Arrêtez! Oui, alors ça c'est fabuleux parce qu'ils ne disent pas c'est pas bien de casser les vitrines. Ils disent c'est pas le moment, attendez un peu les gars, attendez un peu. C'est quand même formidable, non? Et pendant ce temps-là, aussi sur un char, eh bien voici ce que déclare Edoui Plenel. Edoui Plenel, ici en haut, fait signe au cortège de continuer sa route et tente de calmer lui aussi les esprits. Ce ne sont pas quelques incidents marginaux qui peuvent enlever la force de cette mobilisation. Alors là, Plenel, il est lâché, là. C'est l'homme de... Un jour trotskiste toujours. Hein. C'est l'homme de la LCR qui revient, on sent qu'il s'épanouit sur son char. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'au même moment, au moment où il intervient, il y a des vitrines cassées et on voit un dialogue, une connivence entre un Black Bloc et un des responsables du char. Donc il y a vraiment une connexion très étroite. Bah, c'est l'extrême gauche, hein, donc on s'entend. Et eh bien, Edoui Plenel était très en forme cette semaine. Il était également sur BFM pour demander la démission de Gérald Darmanin. Monsieur Darmanin, aujourd'hui, incarne l'extrême droite au sein du gouvernement. C'est sa dignité qui devrait l'amener à démissionner. C'est le facteur de désordre au sein du gouvernement, comme au sein du pays. Il s'appelle Monsieur Darmanin. Et à tout point de vue, il devrait sortir du jeu. C'est là qu'on voit bien où est le premier pouvoir. Où est le premier pouvoir? C'est le pouvoir médiatique. Parce que Plenel, il a à analyser les événements, il n'a pas à dire « le ministre doit partir ». Plus dire Darmanin d'extrême droite, bon, on est dans le délire complet. Mais il intervient directement dans la politique, il donne des ordres. Et d'ailleurs, vous voyez, il recrute pour Mediapart Perrotin, dont on a parlé tout à l'heure, et qui donnait des ordres, qui avait déjà pris la culture Plenel, ou qui interrogeait quand même de manière assez agressive, on va dire, le ministre Le Maire. Alors l'image la plus marquante de la journée de manifestation, c'est bien entendu celle du lynchage d'un policier par plusieurs Black Blocs. Une image qui a été largement reprise par les médias, mais pas immédiatement. C'est ce qu'a relevé Brice Couturier de France Culture. L'extraordinaire discrétion des médias sur les violences inouïes commises hier soir par des émeutiers est stupéfiante. Elle témoigne des partis pris indiscutables de beaucoup des confrères. C'est intéressant de voir un homme quand même du service public, puisqu'il est sur France Culture, dénoncer le parti pris de ses propres confrères. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça pouvait être notre discours, mais finalement c'est aussi celui de Brice Couturier, donc c'est plutôt intéressant. Il a son propre parti pris lui aussi, rassurez-vous. Bah, par exemple, il est férocement macroniste. Hein. Bon, voilà. Alors, une figure policière a été largement en pointe sur la question des Black Blocs. Il s'agit de la policière Linda Kebab, ici, face à Jean-Jacques Bourdin.
Alors il y a une chose que je ne comprends pas, c'est cette impunité, forme d'impunité des Black Blocs. Est-ce que ces Black Blocs sont identifiés par les services de police à l'entrée des manifestations, oui ou non? Je veux saluer le travail de mes collègues de renseignement qui les ont identifiés, qui les connaissent très bien. Donc ils sont identifiés, ils sont connus. Ouais, alors on a le témoignage encore de samedi de collègues qui disent les Black Blocs sont arrivés, enfilent la capuche, décèlent les pavés, s'installent. Mais alors qui les laisse entrer? Demandez au donneur d'ordre, Monsieur Bourdin. Linda Kebab. Il y a un an, j'avais dénoncé le fait que l'on pouvait, par le moyen, par le biais du code de procédure pénale, et notamment la vérification d'identité, éviter ou en tout cas limiter l'intégration des Black Blocs dans les cortèges. Ça m'a valu une menace d'enquête IGPN. Après, Monsieur Bourdin, il faut être honnête aussi. Non mais attendez, attendez, là je comprends plus rien. Ces Black Blocs sont identifiés, on sait qu'ils vont casser, on sait qu'ils vont frapper des policiers, les blesser, on les laisse entrer dans les manifestations. Oui, alors, elle a tout à fait raison, Linda Kebab. Il est tout à fait possible d'extraire, d'empêcher de rentrer des gens sur une manifestation. Moi, je l'ai vu faire sur des militants du Printemps français lors des manifs pour tous, où la police intervenait, soit pour les empêcher d'arriver, soit alors qu'ils avaient rejoint le début d'un cortège, pour les en extraire. Voilà. Alors, si c'était possible, avec des militants qui n'avaient pas le 10e ou le 100e de violence des Black Blocs, si c'était possible pour le Printemps français, pour la manif pour tous, pourquoi c'est pas possible aujourd'hui ? C'est pas possible aujourd'hui parce que les ordres ne viennent pas. Ouais. Voilà. Alors, Linda Kebab a également révélé une affaire embarrassante pour BFM, alors qu'elle était intervenue sur cette chaîne pour spécifier que l'article 24 de la loi sécurité globale ne réglementait pas la captation d'images, mais uniquement la diffusion de ces images, contrairement à ce que déclarait un reportage de la chaîne. Eh bien, Linda Kebab a ensuite été moquée par Bruce Toussaint et surtout appelée par le patron de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel. Vous savez, quand on dit de la presse, des médias, des journalistes qui sont le quatrième pouvoir, moi j'ai le sentiment qu'ils en sont le premier parce qu'ils ont le pouvoir de faire basculer une opinion et donc ils ont aussi le pouvoir et le devoir de s'assurer que l'ordre public soit maintenu. Hier matin, j'étais sur BFM TV et j'ai accusé, à juste titre, bande son à l'appui, j'ai accusé BFM TV d'avoir, lors d'un reportage, dit, je cite, un article qui restreindrait la liberté de filmer. Point. Une loi liberticide selon les manifestants. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le restreindrait la liberté de filmer, ce qui est faux. Donc je pars et j'apprends que 20 minutes plus tard, il me raille, il me moque en disant que j'ai déformé les propos de BFM TV, sauf qu'en fait, je les ai pris la main dans le sac dans le mensonge. Vous savez ce qui s'est passé, Monsieur Pro ? Quelques heures après, je reçois un appel du patron de BFM TV. Je pensais qu'il l'appelait pour s'excuser. Il a appelé pour me fustiger comme si j'étais son employé. Qui est-ce qui vous a appelé ? Monsieur Fogiel. Je pense que quand on a la possibilité de jeter l'opprobre sur une communauté policière, sur une communauté professionnelle, et pire encore, de manipuler l'opinion publique, on a aussi des responsabilités à ce niveau-là et on doit d'être droit dans sa déontologie. Et je trouve qu'il y a des comportements qui sont vraiment inacceptables de la part de certains journalistes, de certains syndicats de journalistes qui mettent le feu au feu. Et je pense que dans notre société aujourd'hui qui se radicalise, où la nuance n'existe plus, où on met tout le monde dans des cases, comme je le subis au quotidien, je pense qu'il est bon que certains journalistes revoient leur morale. Alors, elle a raison, le premier pouvoir, c'est les médias. D'ailleurs, la preuve, c'est le patron d'un média, M. Fogiel, qui intervient sur un invité pour lui dire ce qu'il doit dire ou ne pas dire. Parce que c'est ça. Et sous-entendu, si vous continuez à dire ça, on ne vous réinvitera pas. C'est ça que ça veut dire. C'est complètement fou. Le chantage des médias, c'est si vous ne dites pas ce qu'on accepte, si vous allez au-delà de ce qu'on accepte que vous disiez, on ne vous réinvitera pas. Ce qui fait que le discours devient complètement uniforme. Puisque ceux qui sont susceptibles de penser autrement, soit ne le disent pas, soit se pasteurisent. En tout cas, Marc-Olivier Fogiel qui appelle une invitée pour l'enguirlander parce qu'elle a critiqué la chaîne sur son plateau, c'est extraordinaire. La liberté de la presse tant vantée par les journalistes, là, on est quand même. C'est la liberté des Français par rapport à la dictature des médias, c'est ça le problème. Enfin, pour conclure sur ce sujet, regardez bien cette vidéo de France 3 diffusée après les émeutes de la manifestation de Bordeaux. Et Jean-Yves, sur ces images, on voit un détail choquant. On floute les images des casseurs. Voilà. Alors, on ne voit pas leur tête et les floutées. C'est une manifestation contre le floutage des policiers, contre le floutage des images des policiers et pour le floutage des images des casseurs.
Et ça, c'est le service public. Honnêtement, comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a... à la fois, les casseurs, malgré tout, c'est le camp du bien. Et puis, les gens qui portent les caméras, ils ont un peu la trouille de se les faire casser si on voit les casseurs de manière trop évidente, trop identifiable. Alors, ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, un coup de chapeau aux jeunes de l'Alvarium d'Angers, à l'Alvarium d'Angers, puisqu'ils sont partis en mission pour soutenir les chrétiens d'Arménie, du Haut-Karabakh. Bravo, voilà. Le message est passé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.